Je pense que c'est un lourd fardeau que je dois porter et surmonter dans ma vie. La voix devant soi. Karim Errar. Bienvenue dans notre podcast, où des voix venues de différents horizons racontent leur histoire. Ensemble, partons à leur rencontre et découvrons leur réalité. Bonjour à tous, bienvenue sur mon podcast La Voix devant soi. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Kim, un nom d'emprunt. Kim a vécu 20 ans en Corée du Nord, elle vit actuellement en Suisse et nous livre un témoignage exceptionnel en différents épisodes. Bonjour Kim, vous êtes né en 1992 à Aesan, une ville située au nord de la Corée du Nord, une ville qui comporte 190 000 habitants et elle se situe près de la frontière chinoise. Vous vous êtes échappé de la Corée du Nord en 2012 et vous vivez depuis quelques mois en Suisse, à Neuchâtel. Hi, I'm Kim. Bonjour, je m'appelle Kim et j'ai fui la Corée du Nord en 2012. Maintenant, j'étudie un master au programme International Business Development ici à Neuchâtel. Ce premier épisode sera dédié à l'histoire de votre famille. On va parler de votre arrière-grand-père, de votre mère, de votre père, de votre tante, de votre sœur, de votre petit frère. Votre père était ouvrier, votre mère était vendeuse. Vous pouvez nous décrire la vie de vos parents? Mes parents luttaient vraiment très ardument pour subvenir aux besoins de la famille. Avant que j'aie mes 5 ans, nous avions une bonne vie. Mon père avait un très bon travail avec la Chine. Il faisait de la contrebande. Nous avions une grande maison. Mais mon père avait une addiction au jeu de cartes, le Go Stop Card, qui est un jeu traditionnel coréen. À cause de cela, il a perdu beaucoup de notre argent et nous avons aussi perdu notre maison. Après cela, nous avons dû déménager dans une maison plus petite. Mon père pensait réellement qu'il pouvait aller de l'avant avec la contrebande. Mais la réalité est que le gouvernement a interdit la contrebande depuis la Grande Famine. C'était un travail très risqué. Après cela, mes parents ont effectué de longues distances pour aller chercher des fruits dans d'autres villes et les revendre à Aesan. Après cela, je ne me souviens plus du tout avoir eu une vie confortable. Vous avez dit que votre père faisait de la contrebande. Il faisait quoi? Je me souviens, après les années 2000, mon père a commencé à refaire de la contrebande avec les Chinois. En fait, pour savoir qui est riche à Aesan, il suffit de savoir qui fait de la contrebande. C'est un très grand commerce à Aesan. Mon père ramenait des chèvres, des chiens et des grenouilles de la Chine. Et ensuite, il ramenait des télévisions, des fruits comme des oranges, des bananes qui sont très rares ici à Aesan. Pour votre père, c'était évidemment très dangereux. Bien sûr que c'est dangereux, parce que c'est illégal, évidemment. Vous devez éviter les gardes frontières pendant toute la durée du trafic. Si l'on vous attrape, vous pouvez aller en prison et très probablement, vous serez condamné aux travaux forcés. En même temps, rien n'est impossible en Corée du Nord avec de l'argent et des pots de vin. Les contrebandiers donnaient de l'argent aux gardes, comme des commissions pour passer les frontières. C'est une relation très commune entre les gardes et les contrebandiers. Si on observe votre arbre généalogique, on découvre que votre arrière-arrière-grand-père était un résistant contre les Japonais durant l'occupation de 1910 à 1945. Le rôle de votre arrière-arrière-grand-père est donc très important parce que la Corée du Nord a un système de caste qui place les individus dans un groupe particulier. Et vous, Kim, vous étiez dans un groupe privilégié. Oui, mon grand-père était un résistant patriotique anti-japonais. Et grâce à cela, on a pu bénéficier de certains avantages sur 3 générations. Ma famille avait un statut social très privilégié. Nous pouvions par exemple choisir où nous voulions vivre et aussi dans quelle école nous voulions aller. Par chance, j'étais dans la 3e génération. Grâce à cela, j'ai été acceptée au collège Kim Il-sung à Bocheon. Si on continue d'observer votre arbre généalogique, on constate la présence de votre grand-mère du côté de votre mère, une femme très importante. On peut dire qu'elle a joué un rôle décisif dans votre vie. Oui, ma grand-mère est née en 1930. Elle a traversé l'histoire de la Corée moderne, de l'occupation à la guerre. Elle a élevé 7 enfants, 5 filles et 2 garçons. Elle travaillait très dur pour subvenir aux besoins de la famille.
Elle a vécu jusqu'à l'âge de 80 ans. Elle était notre pilier et arrivait toujours à réunir toute la famille. Je me souviens avoir passé de très bons moments durant le Chuseok, qui est la fête des récoltes et de la pleine lune, et le Nouvel An. Elle me disait souvent combien sa vie était agréable dans les années 70. Sa génération n'a vraiment pas connu la famine. Entre 1994 et 1998, une terrible famine, communément appelée la marche ardue, frappa la Corée du Nord. Comment vos parents ont traversé cette marche ardue? Je dirais principalement en faisant de petits commerces. Comme je l'ai dit précédemment, mes parents faisaient de longs trajets en train pour faire du commerce. Ils apportaient des produits locaux à Gangryung-gun, la ville natale de mon père. Ils y apportaient des habits qui provenaient de Chine depuis Esan et ramenaient des fruits de mer et des algues. Mais parfois, ils ramenaient des bobines de cuivre de Gangryung-gun. C'est illégal, mais très profitable. Toutefois, cela ne suffit pas dans la durée et c'est dangereux. Mon père a été attrapé par la police devant moi. Il est resté en prison plusieurs fois et a été torturé très durement. En dépit de tous ces efforts, mon enfance après la grande famine fut très dure. Pendant cette période, je n'ai jamais mangé à ma faim. Nous mangions du porridge au maïs avec de la sauce soja. Parfois, nous n'avions que des pommes de terre. Les œufs et la viande étaient vraiment des mets luxurieux. Je ne pouvais manger que des œufs à des occasions spéciales, comme le Nouvel An ou le Chuseok, le Korean Thanksgiving. Encore maintenant, je ne sais pas comment j'ai survécu à cette période. C'était une période très sombre et désespérée pour moi. Et dans votre famille, où vous vous êtes soutenus les uns les autres? Non, tout le monde traversait des moments très difficiles. Ma tante et mon oncle vivaient dans la même ville, Esan. Mais chacun avait ses propres difficultés. Nous n'attendions de l'aide de personne. Et vous m'avez dit que votre tante vendait de la drogue à Esan. Oui, ma tante faisait partie de l'élite de la ville. Oui, ma tante était professeure d'anglais à l'université médicale de Hesan. Elle avait donc une connaissance au niveau médical. Après la grande famine, elle décida de quitter son travail car cela ne lui rapportait pas d'argent. Elle commença un business, comme ma mère. Elle vendait des médicaments sur les marchés, des médicaments qui provenaient de Chine. Je ne sais pas ce qui l'a poussée sur cette voie-là, mais elle a commencé à vendre de la morphine quand j'habitais avec elle. Et à ce moment-là, vous viviez avec votre tante. Après que mes parents soient décédés, nous sommes restés seuls, ma sœur et moi. Mes proches se sont réunis pour discuter comment ils allaient résoudre ce problème. Ils ont conclu qu'ils allaient prendre soin de nous, mais séparément. Moi avec mon oncle et ma sœur avec ma tante. La raison derrière ce choix, c'est qu'ils voulaient partager les coûts économiques. Cela fut la raison de notre séparation. En 2018, ma sœur avait 9 ans. Et c'est la dernière fois que je l'ai vue de ma vie. On va revenir un petit peu en arrière. Vous m'avez dit que votre père a travaillé à l'extrémité est de la Russie. Vous pouvez nous raconter? Comme expliqué, dans ma famille, nous étions des patriotes, de vrais communistes. Avant votre expatriation en Russie, les services secrets de la Corée du Nord vérifient votre passé ainsi que celui de votre famille, et spécialement votre casier judiciaire. Après cela, évidemment, la chose la plus importante est de donner un bon pot de vin à la personne qui s'occupe de cette expatriation. Je me souviens que ma mère a donné à l'officier des cigarettes et aussi de l'argent. Il réussit grâce à cela à partir à travailler en Russie comme un bûcheron à Khabarovsk. Mon père a travaillé pendant 1 année et il reçut un total de $300. Le gouvernement ponctionnait 80% du salaire. Les gens de Corée du Nord veulent vraiment travailler à l'extérieur. Oui, c'est vrai, parce que c'est vraiment la seule alternative pour aller à l'extérieur. Il y a vraiment une grande demande.
Aussi, une motivation très importante, c'est qu'il y a un profit économique. On peut gagner entre 3 et 4 fois plus qu'en restant en Corée du Nord. Un de vos oncles était musicien, il jouait de la clarinette. Quel genre de vie peut mener un musicien en Corée du Nord ? Oui, mon oncle a été diplômé de l'université de musique et de danse de Pyongyang, qui est la meilleure université pour les musiciens en Corée du Nord. Ensuite, il a enseigné la clarinette à l'école de musique de Yesan comme professeur. Comme pour tous les autres enseignants, sa vie n'était pas facile. Il a toujours été pauvre toute sa vie. Après la grande famine, il n'a rien reçu de son travail. Économiquement, c'était très difficile pour eux. La seule solution qu'ils pouvaient choisir était de donner des cours particuliers pour gagner un peu d'argent, ce qui est illégal. En réalité, beaucoup de musiciens font ce travail pour gagner leur vie. Une autre difficulté pour les musiciens, c'est la réunion d'autocritique. En Corée du Nord, tout le monde doit assister à cette réunion une fois par semaine. Généralement, c'est le samedi. Mais pour les musiciens, ils doivent y assister 3 fois par semaine, depuis que Kim Jong-il l'a ordonné, afin de prévenir la dépravation morale. Les musiciens étaient accusés de donner des leçons immorales. Est-ce que les autres personnes qui travaillent dans l'art, comme par exemple les gens du théâtre, avaient ce même traitement ? Alors, pas exactement. Comme vous le savez, en Corée du Nord, les artistes n'ont aucune liberté de créer une autre musique que celle demandée par le gouvernement. Ils n'ont aucune opportunité de donner des leçons immorales en public. C'est plutôt lié à leur tendance naturelle à être sensibles et créatifs. Ainsi, le gouvernement a besoin de continuer à les endoctriner pour qu'ils restent loyaux ou qu'ils ne pensent à rien d'autre. Revenons à vos parents, Kim. Kim Il-sung, le premier leader nord-coréen, va régner de 1948 à 1994 et le 8 juillet, il décède. Pour la Corée du Nord, ce fut évidemment un choc et le deuil a été très très long. Est-ce que vos parents vous ont parlé de cet épisode ? Je ne m'en souviens pas vraiment car cela s'est passé quand j'avais 2 ans. Mais ma mère m'a raconté qu'elle est allée à la statue de Kim Il-sung et qu'elle pleurait chaque jour. Ma mère m'a dit que je lui demandais pourquoi elle pleurait pendant qu'elle me portait sur son dos. Elle avait peur parce que moi je ne pleurais pas. Je pense que ce fut un choc pour tout le pays, puisque Kim Il-sung était le fondateur de la Corée du Nord et que la vie était alors prospère. Ainsi, mes parents pensaient que c'était un chagrin national. Vous allez vous échapper quelques années après de la Corée du Nord et on va en parler plus tard. Mais avant, qu'est-il arrivé à vos parents ? Mes parents sont tous les deux décédés d'un cancer du foie. Ils sont morts avant l'âge de 40 ans. Mon père était pratiquement alcoolique et travaillait très dur. La malnutrition a aussi pu provoquer son cancer du foie, je pense. Ma mère, elle ne buvait pas et ne fumait pas, mais ils ont vécu des années tellement douloureuses à la fin de leur vie. Le problème, c'est que ce genre de maladie peut être soigné en dehors de la Corée du Nord. Mais à cause du système médical défaillant, les hôpitaux n'ont ni matériel, ni médecins, ni médicaments. Ainsi, tout ce qu'on peut faire quand on est pauvre, c'est attendre de mourir chez soi. Mais pourtant, le régime prétend que le système médical est accessible à tout le monde. Oui, gratuit pour être précis. C'est vraiment la grande propagande que le gouvernement diffuse. Tout est gratuit pour le peuple. Cependant, le problème, c'est que les soins médicaux coûtent cher. Quelqu'un doit payer et les dépenses ne tombent pas du ciel. Le gouvernement n'a plus les moyens de payer depuis la grande famine. Ainsi, personne ne rémunère les médecins ni n'entretient le matériel dans les hôpitaux. Il est évident que c'est impossible à maintenir. Tous les hôpitaux sont pareils, même à Pyongyang. En théorie, c'est gratuit, mais en réalité, il faut verser de grosses sommes sous forme de pots de vin aux médecins. Ma tante est allée à l'hôpital Kim Man-yu à Pyongyang
pour subir une opération d'un cancer de la thyroïde. Elle a dû payer le médecin et les médicaments aussi. De plus, la demande pour les médecins était tellement élevée, donc elle a dû payer plus cher que les autres pour être soignée rapidement. Vous avez dit avant, pendant l'interview, que vous aviez une sœur et un petit frère. Que leur est-il arrivé? Mon petit frère est mort pendant la période de la marche ardue, la grande famine. Il est mort de malnutrition en 1996, quand j'avais 5 ans. J'ai aussi perdu ma sœur après la mort de ma mère. Elle devait avoir une dizaine d'années. Elle vivait dans la province du Sud, Hwanghae, à Yeontangun, avec une de mes tantes. Elle est morte d'une intoxication au monoxyde de carbone causée par les briquettes de charbon. En Corée du Nord, les foyers se réchauffent grâce à ces briquettes. Mais quand le temps est humide, la fumée peut envahir la pièce. Dernière question sur votre famille, Kim. Avec le recul, comment la famille a-t-elle influencé la personne que vous êtes aujourd'hui? Alors pour commencer, je dirais que ma mère m'a inspirée à rêver grand. Elle m'a appris qu'en tant que femme, il faut avoir de l'ambition et assumer ses responsabilités. C'est vraiment rare de trouver des femmes comme elle en Corée du Nord. La plupart des femmes se marient dans la vingtaine et dépendent entièrement de leur mari. Parfois, ma mère était très dure avec moi, surtout pour les études de mathématiques et d'anglais. À cette époque, l'anglais n'était pas la première langue enseignée à l'école, mais c'était le russe. Je crois que ma mère avait une vision pour ma vie et la foi que je vivrais différemment d'elle. Elle reste mon modèle pour toujours. Dans mon cœur, elle ne mourra jamais. Je comprends aussi maintenant que la situation dans laquelle j'étais était particulière. En Corée du Nord, la violence domestique est un problème majeur. Les hommes autour de moi, mon père, mon oncle, étaient violents. Je croyais que la vie des femmes était horrible et que les hommes n'étaient pas dignes de confiance. Cela m'a rendu incapable d'ouvrir mon esprit et de créer des liens affectifs dans mes relations. Je pense que c'est un lourd fardeau que je dois porter et surmonter dans ma vie. Parlons de vous, Kim. Comment décririez-vous votre enfance? Je dirais que j'ai chéri ma vie en Corée du Nord. Ce furent des moments si uniques et précieux pour moi. Honnêtement, j'ai rêvé d'être née en Corée du Sud ou en dehors de la Corée du Nord. À quoi aurait ressemblé ma vie? J'ai lutté pour effacer mon passé et essayer d'oublier tout cela. Cependant, j'ai fini par réaliser qui j'étais vraiment. Qui je suis vraiment. Sans cette expérience, comment pourrais-je apprécier ma vie et aimer les personnes qui m'entourent? Je crois vraiment que c'était le plan de Dieu, que je naisse là-bas et que je parvienne à m'échapper de Corée du Nord. Et concernant votre adolescence? Oui, bien sûr. J'ai adoré mon expérience d'adolescente en Corée du Nord. Vous dites que vous avez beaucoup aimé cette période de votre vie. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, bien sûr. J'ai adoré cette expérience en Corée du Nord, mon adolescence, sans technologie. Les rapports humains étaient beaucoup plus sincères et authentiques. Pas d'Internet, pas de portable. Un adolescent de 14 ans en Corée du Nord doit impérativement porter le pin ou le badge du grand leader. Et évidemment, c'était le cas pour vous. Vous pouvez nous raconter cette expérience? Après 14 ans, les élèves doivent rejoindre un groupe appelé la Ligue de la jeunesse patriotique socialiste. Après avoir été dans le groupe des pionniers, c'est un peu comme les scouts en Russie. Le PINS est différent de celui des membres du Parti des travailleurs. On fait un contrôle devant l'école avant d'y entrer. Si tu ne le portes pas, on te demande pourquoi. On ne va pas te punir pour cela, mais je dirais simplement que ce n'est pas une option de ne pas le porter. Les adultes doivent participer à des séances d'autocritique, mais les ados, ils doivent aussi y participer? Oui, bien sûr. Cela commence à l'âge de 10 ans. Les réunions d'autocritique sont des réunions qui ont lieu chaque samedi pour évaluer et revoir la vie de chacun pendant la semaine.
On peut commencer par une autocritique en citant les paroles de Kim Il-sung. Par exemple, si tu n'as pas porté le pins avec ce portrait, tu le dis et tu dois avouer que tu n'es pas fier de ton comportement. Puis tu dois expliquer comment tu vas corriger ton erreur. Je me rappelle, quand je visitais la Corée du Nord, nous, les touristes, il ne nous était pas permis d'acheter ce pins, comme s'il était sacré. Yes, of course. It's like holy. Oui, c'est vraiment un objet sacré. C'est vrai qu'on n'a pas l'autorisation de l'acheter, mais par contre, au marché noir, on peut le trouver. Buyable, but illegally you can buy it. And then it will be the turn of the mutual critics. Oui, ensuite vient le tour des critiques mutuelles. D'autres élèves te critiquent. Alors souvent les élèves me critiquaient et disaient ce que j'avais fait de mal devant toute la classe. En conséquence, cela provoque des tensions, du manque de confiance entre élèves et ça nous pousse aussi à pas bien nous entendre les uns les autres et à se surveiller. Vous parlez des relations entre les enfants, mais est-ce que les relations entre les enfants sont aussi un peu influencées par le système de caste ? Parce qu'en Corée du Nord, il y a ce système de caste entre différents groupes. Est-ce que pour les enfants, ça joue un rôle aussi dans leur vie quotidienne ? Yes, of course. Oui, bien sûr. Le Songbun n'est pas inscrit dans la loi et c'est écrit nulle part. Les personnes issues de classes inférieures ne sont pas totalement intouchables. Nous allions donc à l'école ensemble et bien sûr certains se mariaient, mais le problème c'est qu'ils ne peuvent pas accéder à une classe sociale supérieure à cause de leur naissance. Et est-ce qu'il y a des gens qui ont été dégradés entre guillemets dans ce système de caste ? No, it is not obvious. Alors ce n'est pas toujours évident. Mais par exemple, lorsque ma cousine s'est mariée, elle a vérifié les antécédents de son fiancé. Elle avait une amie qui travaillait dans les services de renseignement. Alors elle lui a demandé de vérifier le passé de son petit ami avant le mariage. Et qu'est-ce qu'elle a vérifié ? Elle a consulté le système de base de données, principalement pour vérifier le casier judiciaire et voir comment cela pouvait affecter sa vie future. Et est-ce qu'il y avait des produits occidentaux en Corée du Nord ? Et est-ce que pour une adolescente, c'était pas attractif tout ça ? Oui, en fait, on portait des habits Adidas et aussi Nike, mais je savais même pas du tout que c'était des marques américaines. On appelait ça Nikkei. Tous ces vêtements venaient en fait de Chine. Ils étaient de bonne qualité et assez résistants. J'adorais donc aller acheter des vêtements au Jangmadang, le marché. Alors ça veut dire que Nike et Adidas, ils n'ont pas besoin de faire de publicité parce que sans publicité, comme il n'y a pas de publicité en Corée du Nord, ces produits restent attractifs. Oui, c'est vraiment très compétitif avec les produits nord-coréens. Et en tant qu'adolescente, vous regardiez aussi la télé ? Oui, j'aimais beaucoup regarder les dessins animés et les séries télévisées quand j'étais jeune. Oui, alors nous avions des téléviseurs de marques japonaises comme Toshiba et d'autres marques. Mais c'est vrai que c'était en noir et blanc et en Corée du Nord, on n'avait qu'une seule chaîne de télévision. Ah oui, j'adorais regarder la télévision tout le temps, aussi longtemps qu'on avait de l'électricité, bien sûr. Et l'électricité est un problème en Corée du Nord, il y a des pannes de courant assez régulières. Comment on gère ce genre de situation ? Alors oui, effectivement, les pannes de courant étaient très régulières. Parfois, après la marche ardue, l'électricité n'était disponible que pendant 1 heure, ou même moins pendant la journée. À ce moment-là, nous utilisions souvent des briquettes de charbon pour chauffer la maison. Nous nous servions aussi d'une bougie pour éclairer la pièce. Je me souviens que je ne pouvais lire mes livres qu'à la bougie quand j'étais au lycée. Et dans ce cas-là, à quoi servent les réfrigérateurs ? Ah oui, alors ça c'est un grand problème, parce que s'il n'y a pas d'électricité, on ne peut pas utiliser les réfrigérateurs pour y garder des aliments. Donc on l'utilise comme bibliothèque pour garder nos livres.
Oui, on pouvait voir par exemple des immeubles en construction du côté chinois. Ils étaient terminés en un mois et leur lumière était allumée toute la nuit. Cela me faisait me demander et me questionner, mais est-ce que notre pays est-il vraiment le meilleur? Et est-ce que vous aviez des informations, des nouvelles de ce qui se passait dans le monde? En réalité, c'était vraiment très limité, presque inexistant. Jusqu'en 2012, quand je suis partie, nous n'avions pas d'Internet. Et la seule source d'information était les journaux et la télévision, donc pas grand-chose. Oui, alors évidemment, à la télévision, on nous montrait des choses horribles, des affrontements, les États-Unis, la Corée du Sud. C'était vraiment très, très violent, des protestations qui semaient la confusion. Mais à part ça, on ne savait pas grand-chose. Je ne savais même pas où était exactement la Corée du Sud, car en Corée du Nord, on appelait ça Nam Joseon, le sud du pays de Joseon. Cependant, nous pouvions regarder des dramas sud-coréens, les K-dramas, et pour comprendre ou nous familiariser un peu avec cette culture. Mais comme je vivais près de la frontière avec la Chine, je pouvais voir au fond de moi que le monde extérieur était bien plus développé que ce qu'on nous disait. Mais vous preniez des risques en regardant cette série-là? Yes, K-drama is really realistic. Oui, alors les dramas de Corée du Sud sont vraiment bien réalisés, ils sont très romantiques, les dialogues sont excellents. En comparaison, ce qu'on nous proposait en Corée du Nord était vraiment très ennuyeux, ça tournait toujours autour du parti, il fallait être obéissant. On n'aimait pas vraiment regarder cela. Vous avez souvent, Kim, évoqué la grande famine des années 90, qu'on a appelée la marche ardue. Une fois que vous êtes arrivé dans l'âge de conscience, comme on dit, est-ce que c'était un tabou autour de vous? Non, pas du tout. Mes parents et mes amis aiment parler de cette période, de combien elle a été difficile. Et nous avions une série télévisée appelée Les gens de Jagang, qui nous montrait à quel point cette période avait été dure et combien ces personnes étaient loyales envers le pays. De plus, la propagande racontait que la marche ardue était causée par les sanctions économiques américaines. Donc le gouvernement utilisait cela de manière malveillante, comme moyen d'unifier la nation et de la rendre loyale envers lui. Quand on lit des nouvelles de la littérature nord-coréenne qui parlent de la marche ardue, les histoires expriment plutôt une certaine fierté d'avoir traversé cette période. Et est-ce que c'est le cas lorsque les gens en parlaient avec vous? Yes, it's true. People in North Korea generally Oui, c'est vrai. Les gens en Corée du Nord pensent généralement que c'était une sorte de victoire sous la direction de Kim Jong-il à cette époque, et contre l'Amérique, ainsi que les pays occidentaux, y compris la Corée du Sud. Vous aviez 2 ans lorsque la marche ardue a commencé. Quelles sont les images, les souvenirs qui vous reviennent lorsqu'on vous évoque cette période? Oui, bien sûr que je m'en souviens. La grande famine a en réalité duré plus de 10 ans. Je me souviens que lorsque j'avais environ 5 ou 7 ans, je tenais la main de ma mère pour aller au Jangmadang, le marché. Et là-bas, il y avait plein d'orphelins. Ils cherchaient à obtenir un peu de nourriture. Leurs mains étaient sales, car ils ne s'étaient pas lavés depuis longtemps. Oui, on pouvait aussi facilement voir des corps sans vie dans la zone de la gare. Et la prostitution était également quelque chose de très courant à cette époque. Imaginez que le gouvernement distribuait de la nourriture jusqu'à hier, mais qu'aujourd'hui, soudainement, il n'y a plus rien à distribuer. À cette époque, les gens ne savaient plus comment subvenir eux-mêmes à leurs besoins. Mais le grand héritage de ce type de famine, on peut dire, c'est le Jangmadang, le changement du système économique en quelque sorte, du communisme vers une forme de capitalisme. Et puis le traumatisme persiste. Encore aujourd'hui, par exemple, ma génération a une taille beaucoup plus petite que les autres générations.
Il y a un autre événement qui va secouer l'histoire de la Corée du Nord, c'est la mort de Kim Jong-il. C'était en décembre 2011. Racontez-nous. Je travaillais dans une ferme de poulets comme agent de sécurité depuis 2009. Un jour, en 2011, nous nous sommes réveillés et le secrétaire du parti a annoncé qu'il y aurait de grandes nouvelles dans l'après-midi. Nous nous sommes donc tous réunis dans la salle de réunion et nous avons vu à la télévision la présentatrice, vêtue d'un habit traditionnel noir, le visage triste, et nous a annoncé que Kim Jong-il était mort. C'était un petit choc, mais en même temps, c'était un grand fardeau pour nous. Il faisait extrêmement froid et nous devions nettoyer le sol de la place du mémorial de Kim Il-sung. La réaction de mes collègues était la même. Personne n'a pleuré. Je n'ai pas pleuré non plus. Voilà, c'est la fin de cette première partie consacrée à la Corée du Nord. Merci Kim. Merci Karim. Et merci à Patricia Vicente pour la voix. Merci à tous pour votre écoute et à une prochaine fois. La voix devant soi. Karim Errar.